Vous avez reconnu, il était là déjà parmi nous ce matin, Monsieur Lunier. Donc, Michel Lunier est économiste de formation. Il est inspecteur général de l'éducation nationale dans le groupe Économie-Gestion. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation sur l'économie de l'éducation fait à l'Institut de l'IREDU, Université de Bourgogne. Il a occupé diverses fonctions en lien avec l'orientation, les services déconcentrés en tant qu'UNIO, XAIO, et ainsi qu'en cabinet ministériel. Il est par ailleurs, nous en avons parlé, l'auteur de plusieurs rapports consacrés à l'orientation et à l'enseignement professionnel. Nous vous remercions, Monsieur Lunier, d'avoir accepté notre invitation et la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous m'entendez toutes et tous? Oui, correctement. Bien, bien. Bon, c'est non seulement un honneur pour moi d'être devant vous. J'ai eu à diriger les services d'information et d'orientation dans un certain nombre de départements et tout spécialement dans cette académie. Donc, je garde un souvenir ému de cette fonction. Donc, merci, Madame la Présidente, de m'avoir invité. Et c'est doublé d'un plaisir puisque je retrouve, lors de cette manifestation, celui qui m'a formé, Georges Solo, puisque c'était mon directeur de thèse à la fin des années 90 à l'IRIDU. Donc je suis particulièrement heureux de plancher sous son autorité. Alors, le propos que je vais vous tenir pour un inspecteur général, donc pour un cadre de l'institution, va être probablement moins disruptif que ce que vous avez entendu ce matin, quoique. Si vous lisez les rapports que je commets, j'en ai commis un certain nombre, il y en a 2 autres qui sont en attente sur les bureaux des ministres. Je suis plutôt connu pour dire ce que je vois et faire un certain nombre de propositions visant à infléchir le système dans son ensemble. Mais je voudrais, dans mon propos, revenir sur la question de l'émancipation et vous montrer en fait que ce qui se joue dans les réformes actuelles, c'est le caractère implicite de réformes qui ne se donnent jamais à lire dans leur globalité. En d'autres termes, si vous voulez avoir la gentillesse de regarder simplement les quelques réformes auxquelles Georges Solo a fait référence tout à l'heure, qu'il s'agisse de la réforme du baccalauréat, de la transformation de la voie professionnelle aujourd'hui, de la réforme du lycée professionnel, ou encore de la loi orientation et réussite des étudiants, ou encore liberté de choisir son avenir professionnel, toutes ces réformes, en fait, sont portées et sous-tendues par un même viatique, une même logique, celle de parcours qui renvoie plus fondamentalement à une vision nouvelle, plus également à une autre vision du monde, qui se joue à travers un ensemble de mesures. Et dans mon propos, je voudrais que vous compreniez le décalage qui existe pour vous en tant qu'acteur du système entre la communication ministérielle, qui va réduire, pour des besoins de communication envers le grand public, la réforme du lycée autour des enseignements du spécialité ou encore du grand oral, la transformation de la voie professionnelle autour de la co-intervention et du chef-d'œuvre, la réforme de l'enseignement supérieur autour de Parcoursup, ou encore la liberté de choisir son avenir professionnel à travers le développement de l'apprentissage. Eh bien, on est très loin, en fait, des vraies réformes. Les vraies réformes ne se cachent pas derrière les objets qu'on vous met en termes de communication. Il faut aller les chercher derrière. Donc, le sens de mon propos, c'est de vous donner quelques clés de lecture, des évolutions de fond qui touchent l'appareil de formation dans son ensemble et plus globalement la société dans le cadre de sa gouvernance. Et donc, effectivement, une nouvelle vision de l'enseignement de la formation qui se met en place. Alors, il ne me revient pas de qualifier de libéral ou non cette évolution. Je vous laisse le soin de le faire. Quoi qu'il en soit, j'aimerais, à travers mon propos, que vous puissiez toucher du doigt la profondeur de ces évolutions et la rapidité avec laquelle elles s'imposent à tous les acteurs du système, dont on attend, bien évidemment, un repositionnement au regard de ces objectifs. Pour pouvoir aborder cette évolution, je vais revenir, et vous les connaissez tous, sur 3 décisions politiques qui, à travers le temps, ont structuré, façonné le système éducatif tel que nous le connaissons. Et ces 3 décisions politiques sont bien évidemment aujourd'hui interrogées au regard de la notion de parcours qui embarque avec elle un certain nombre d'implications dont certaines sont absolument redoutables.
pour mobiliser, rassurez-vous, je vais être relativement court, néanmoins, j'ai besoin de rappeler ces 3 questions qui ont été posées. La première question qui s'est posée à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il s'est agi d'identifier ce que devait contenir une formation dédiée aux jeunes qu'on pressentait pour le commerce et l'industrie. En d'autres termes, l'enseignement technique, sur quel ordre d'enseignement fallait-il l'adosser, quels en étaient les contenus, quelles en étaient les finalités, et bien évidemment derrière, qui allait contrôler cette nouvelle formation. Je rappelle simplement que le ministère de l'Instruction publique a fait valoir à l'époque le fait qu'il s'agissait avant tout d'écoles, et que dans ce cas-là, ces écoles devaient être, dans le contenu de formation, imprégnées des humanités que les autres jeunes percevaient à travers l'enseignement secondaire ou l'enseignement primaire. Donc il n'était pas question de réduire la formation aux seules finalités d'une insertion dans le monde économique, mais bien d'accrocher des éléments de culture générale et derrière d'émancipation qui vont permettre à l'individu de s'émanciper à travers des éléments qui sont dédiés aux humanités ou aux sciences. Le ministère du Commerce, lui, était certes d'accord avec le ministère de l'Instruction publique sur le fait qu'il fallait réserver cet enseignement à l'élite. Néanmoins, il ne partageait pas du tout la vision du ministère de l'Instruction publique et estimait que mettre trop d'humanité dans ces formations dédiées au monde économique risquait à minima de faire perdre du temps aux élèves, voire de remettre en question l'organisation sociale du monde économique de l'époque. Donc eux voulaient effectivement que les contenus de formation soient directement exploitables dans le monde économique, dans le monde des entreprises, et que les enseignements généraux, s'il devait y en avoir, qu'ils soient à minima en lien très étroit avec ces formations qu'ils prétendaient par ailleurs contrôler. La décision politique a été de confier dans un premier temps aux 2 ministères la tutelle de ces écoles qui venaient d'être créées. On a appelé ça le condominium. Je fais un bond 120 ans plus tard, nous avons aujourd'hui une ministre déléguée qui est placée sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail. En somme, pour le dire autrement, nous avons fait un bond en avant de 150 ou 120 années en arrière. Derrière cette question, vous voyez bien que c'est une certaine conception de la formation qui renvoie tout simplement aux fins en éducation plus largement. Il faut attendre la deuxième question qui va être posée, cette fois-ci au lendemain du premier conflit mondial. Au lendemain du premier conflit mondial, je ne vais pas m'étendre dessus, vous connaissez tous ça par cœur, les critiques inhérentes au fonctionnement du système dual, c'est-à-dire un enseignement secondaire complètement étanche d'un enseignement primaire, ces critiques vont concerner à la fois le caractère socialement unique du dispositif. C'est totalement injuste que des jeunes qui se sont retrouvés dans les tranchées ensemble fréquentent des écoles qui vont les préparer à des destins évidemment scolaires, mais sociaux très différents. À cette époque, on ne parle pas d'orientation en tant que telle, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est l'origine sociale des individus qui définit le point d'arrivée. Mais à cette critique sociale va se nouer une critique économique, puisqu'on va estimer que cette organisation de l'enseignement est par ailleurs responsable du gaspillage des compétences. Il faut donc trouver un moyen pour faire en sorte que ces compétences ne soient pas gâchées et qu'on puisse élargir le vivier de recrutement de l'élite de la nation. Et pour ça, on va commencer à pointer à la même époque, ce sont les compagnons de l'Université Nouvelle qui vont être porteurs de cette vision, une école entre guillemets moyenne, où il s'agit derrière cet aspect méritocratique, de mêler, pour le faire simple, les pauvres et les riches, pour élargir le vivier de recrutement de l'élite. Et on pense que derrière cette démocratisation, non seulement ça doit réduire le caractère socialement injuste, mais en même temps, ça doit répondre sur le plan économique à une volonté d'une plus grande efficacité. C'est le courant de la juste sélection qui va commencer à s'imposer. Mais c'est précisément à ce moment-là que l'orientation professionnelle va naître. 2 décisions politiques vont être prises d'une importance capitale. La première, elle va être prise dans le cadre de la loi Astier. La loi Astier qui confie au ministère du Commerce le contrôle
cette fois-ci, de ces écoles dédiées à l'enseignement technique. 6 mois plus tard, sans que l'on comprenne, sans que les historiens comprennent réellement les raisons qui ont poussé le même ministre à prendre cette décision, l'enseignement technique va être transféré au ministère de l'Instruction publique et donc de l'Éducation nationale. Si vous lisez les débats parlementaires comme nous l'avons fait dans le cadre du rapport thématique de l'orientation de la 4e au master, vous apercevrez des critiques extrêmement virulentes à l'endroit de cette décision politique. En d'autres termes, ce qui était craint, c'était précisément de mettre trop d'humanité dans des formations qui devaient être, elles, directement à visée d'insertion professionnelle dans le monde économique. Cette décision s'est accompagnée d'une deuxième décision, c'est-à-dire que comme on doit identifier les capacités des individus, on va faire reposer, et c'est à ce moment-là que naît l'orientation professionnelle, vous le savez, mais on va la placer sous tutelle de l'enseignement technique. En fait, les deux histoires, orientation et enseignement technique, sont associées depuis toujours. Donc la deuxième étape, c'est la croyance forte dans la possibilité d'identifier chez l'individu des aptitudes et de les faire correspondre à un certain nombre de caractéristiques dans le monde de l'emploi. On va mobiliser pour cela la science que vous connaissez parfaitement, c'est la psychologie. On va commencer à parler de placement, à partir de tests. Cette conception qui va reposer sur l'adéquation des formations aux emplois va durer jusqu'au début des années 60, où là, une troisième décision va être prise sur le plan politique, et celle-ci va expliquer pourquoi, aujourd'hui, nous sommes en difficulté pour mettre en œuvre un projet d'émancipation des jeunes dans le cadre d'une orientation qui aurait pour mission, effectivement, précisément cette émancipation. À l'époque, et là, je vous renvoie à la lecture de la loi de 59, qui porte réforme de l'enseignement public, parce que tout est dit. À l'époque, les gouvernements craignent la submersion, au lendemain du second conflit mondial, devant la vague démographique importante, dans le cadre de la reconstruction du pays, de l'appareil de production, et dans le cadre d'une ouverture à l'international, et également dans un contexte où la théorie du capital humain fait de l'éducation un investissement, les gouvernants de l'époque craignent une submersion de l'enseignement secondaire et a fortiori de l'enseignement supérieur, essentiellement l'université à l'époque. Alors ils vont développer une organisation toute particulière de l'enseignement. D'abord, ils vont procéder à une mise en système des institutions éducatives, qui étaient, comme je vous l'ai dit auparavant, fondées sur la coexistence d'ordres d'enseignement étanches, primaire, secondaire, technique. Et ils vont utiliser une métaphore pour permettre de garantir, de conserver ce qu'ils vont appeler le génie français, c'est-à-dire cette transmission d'un savoir désintéressé humaniste auquel seule une petite frange de la population a accès. Donc le choix politique qui va être fait, c'est de construire et de mettre en système les institutions éducatives pour construire un système unifié dont l'objectif est d'élargir le vivier de recrutement de l'élite sans remettre en cause le caractère élitaire de l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Toutes les mesures qui vont être prises à cette époque vont viser donc à reporter les orientations après le collège, mais à permettre de cartographier, de réguler et de mettre en correspondance l'appareil de formation avec l'appareil de production. Donc cette digue et ce canal, dans le rapport thématique, si vous en avez pris connaissance, cette digue et ce canal vont être réactivés à 2 autres reprises. Donc je passe rapidement, mais tout à l'heure, Georges l'a un peu évoqué. Dans ce système, on va demander à l'enseignement technique, qui va l'intégrer, qui va perdre son autonomie, qui va l'intégrer, on va lui demander de jouer un rôle tout à fait particulier. C'est de recevoir toutes celles et tous ceux qui n'ont pas vocation, dans un premier temps, à atteindre le baccalauréat général, dans un deuxième temps, l'université. On est bien là sur de la régulation. Et on va utiliser une arme, l'orientation.
L'orientation va être confiée pour le caractère malthusien aux enseignants. Et c'est dans la classe que vont se détecter les aptitudes. Voilà pourquoi en France, la question de la note, la question de l'évaluation en classe est aussi importante, pèse aussi lourd dans les projets des jeunes en matière de parcours scolaire et universitaire. Alors, évidemment, ce système va être fondamentalement critiqué. Et puis, Georges a évoqué, après 68, cette remise en cause de l'autorité. On va commencer à voir, et c'est là que vont naître les nouvelles procédures d'orientation, en 73, mais ces nouvelles procédures d'orientation ne sont rien d'autre que la phase réglementée de la sélection qui se passe dans le système. Ça n'est rien d'autre. Et la question que nous posons dans le rapport thématique, aujourd'hui, est-ce bien raisonnable d'avoir construit un système dans lequel, à l'âge de 15 ans, grosso modo, la totalité d'une génération de jeunes est répartie dans 3 voies de formation dont les finalités sont différentes. Est-ce raisonnable? Nous avons la faiblesse de croire que la réponse est dans la question. Nous l'avons écrit. En d'autres termes, on pourrait le formuler différemment. Ces procédures d'orientation de 3e et de seconde ne sont absolument plus adaptées à la notion de parcours. Elles ont été pensées à une période, il y a un demi-siècle, où à peine 20% d'une génération atteignait le baccalauréat. Alors, depuis, un certain nombre de modifications sont intervenues. En fait, en termes de rupture, on a rompu avec un certain nombre de principes forts qui sous-tendaient jusque-là l'appareil d'enseignement, le système d'enseignement. Premier principe, un État centralisateur, auquel on a substitué un processus de décentralisation qui s'est accompagné évidemment d'une déconcentration. Et vous voyez bien que la question des grandes régions académiques reste en suspens. Derrière cette question, c'est quel est le niveau infra-pertinent pour traiter des questions politiques? Quel est le rôle de l'État? Est-ce que c'est un rôle stratège? Vous le voyez bien en matière d'orientation, à travers le service public d'orientation et aujourd'hui le service public régional d'orientation. On a certes découpé les compétences entre l'État stratège et les collectivités territoriales, sauf qu'on n'a pas réglé qui fait quoi réellement dans ce système, qui devient pour le moins complexe. Premier principe. Deuxième principe, pendant très longtemps, on a pensé que pour être juste, il fallait donner à tout le monde la même chose. En fait, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être faire un geste supplémentaire pour celles et ceux qui n'étaient pas forcément dans les conditions optimales pour pouvoir tout simplement suivre une scolarité normale. C'est le principe de discrimination positive qui va s'implanter, mais à la mode française, c'est-à-dire sur une base territoriale et non pas anglo-saxonne, sur une base individuelle. Troisième principe, jusque-là, on avait lorgné très souvent sur le modèle dual allemand, sur la question de l'alternance. Et à partir des années 80, va se développer évidemment, avec le monde de l'entreprise, une relation école-entreprise qui ne cessera de s'affirmer à travers le temps, à tel point que la vulgate qui est utilisée dans l'école est une vulgate qui est tirée, pour l'essentiel, du monde de l'entreprise. Alors je ne vais pas m'étendre sur ces éléments. Simplement pour vous rappeler qu'à cette période-là, nous sommes dans un contexte de chômage massif des jeunes et que la question qui se pose pour faire face à l'avènement de nouvelles technologies, c'est de maintenir des jeunes dans l'appareil de formation. Il faut donc réintroduire des éléments, notamment pour les jeunes. Georges a parlé tout à l'heure de BEP rénové. Pour tous ces jeunes qui ont CAP et BEP, ne poursuivez pas. Il faut donc créer un diplôme. Alors là, on est devant un puissant mécano culturel, devant notre incapacité à penser de façon autonome l'enseignement professionnel ou l'enseignement technologique hors de l'enseignement général. À l'époque, le débat touche autour de la nature du diplôme et donc des établissements qui doivent accueillir ceux qui sortent de BEP ou de CAP. Certains estiment que les meilleurs d'entre eux doivent rejoindre les formations qui sont pressenties à tort ou à raison les plus prestigieuses, l'enseignement technologique. Ce sont les classes passerelles. D'autres estiment qu'au contraire, il faut développer des formations ad hoc pour ces jeunes. C'est le baccalauréat professionnel. Il ne vous a pas échappé que baccalauréat professionnel, c'est un oxymore. C'est la deuxième fois en 20 ans que les gouvernants utilisent un oxymore. En 65, bac de technicien, en 85, bac professionnel.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est interrogé, c'est le caractère de premier grade universitaire d'une certification qui accueille des jeunes dont on s'échine à les détourner de l'université. On n'est pas à un paradoxe près. Néanmoins, ce choix s'est fait à une époque, et quand on écoute Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il a été auditionné, c'est l'un des promoteurs de cette politique des 80% au niveau du baccalauréat, lorsqu'on l'écoute en parler au Sénat, il reconnaît qu'il y a une certaine confusion dans cet objectif. Il a été entendu comme 80% de bacheliers et bacheliers généraux. En fait, lorsqu'on observe les 3 décennies qui vont suivre, il n'y aura pas d'évolution du baccalauréat général en termes d'effectifs. Pas plus que du baccalauréat technologique, qui va diminuer un petit peu. Par contre, une explosion de l'enseignement professionnel. Et bien là, on a réactivé ce qu'on a voulu, cette digue et ce canal, en construisant un canal à l'extérieur du lycée, c'est la voie professionnelle, avec sa phase scolaire et sa phase alternée en contrat d'apprentissage. Et à l'intérieur du lycée, on va utiliser la partie haute de l'enseignement technologique qui va se scinder à partir de 86 avec la création du baccalauréat technologique. On a là le dispositif qui est prêt pour réguler les flux et éviter que l'enseignement général soit perturbé par la montée de jeunes qui jusque-là n'intégraient pas le second cycle de l'enseignement secondaire. Mais au même moment, à la fin des années 90, l'Union européenne est confrontée à un problème qui concerne cette fois-ci la mobilité des adultes. Et l'Union européenne, Georges y a fait référence ce matin, va demander aux États membres de procéder à une inflexion forte de leur appareil de formation dans 2 directions. Première direction, vous allez sortir vos appareils de formation de cette conception qui conduit à une sommation des connaissances. C'est bien de connaître la Pléiade. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que fait le jeune de cette connaissance. En d'autres termes, nous souhaitons que vous construisiez un appareil de formation dans lequel ce qui est recherché, c'est la capacité du jeune à mobiliser des connaissances, des savoirs, des capacités, dans le cadre d'une action concrète, dans le cadre d'une situation complexe, afin de produire, à partir d'une commande qui lui est donnée, de façon autonome, quelque chose qui soit en phase avec les attentes de celui qui a passé la commande. C'est la définition de la compétence. Cette notion de compétence va irriguer le système à partir des années 2000, les compétences clés de l'Union européenne, on parle toujours de compétences. Ce qui est très étonnant sur cette dimension compétence, je vous ai entendu ce matin parler beaucoup de résilience, de résistance, c'est que cette notion de compétence, outre le fait qu'il y a 80 définitions, qu'il faut être prudent pour manier cette notion, la compétence, je répète, c'est la capacité d'un individu à mobiliser un ensemble de ressources. Mais elle ne nous dit strictement rien de la façon dont l'individu mobilise ses ressources. Or, la compétence, parmi les ressources qu'elle mobilise des capacités. Or, la différence entre les capacités et les compétences, c'est que les capacités sont très difficilement évaluables et que pour pouvoir les travailler, par exemple, savoir lire, très difficile de dire « je sais lire ». Je sais lire un graphique, je sais lire un tableau, je sais lire une œuvre littéraire, je sais lire sur une tour à 100 mètres de haut. Les situations de lecture, pour qu'elles conduisent à ce que je dise définitivement « je sais lire », doivent être très nombreuses dans le cadre des apprentissages. La compétence, elle ne se donne pas à voir. C'est le résultat, à partir d'une commande bien précise, dans une situation qu'on a créée, qui par inférence va nous conduire à dire ce jeune ou cet adulte est compétent. Mais pour qu'on puisse travailler ces compétences, il faut que les situations dans lesquelles il les travaille ne soient pas trop éloignées les unes des autres. Sinon, on change de paradigme dans son ensemble. Et du coup, on ne peut plus savoir s'il est compétent ou pas. Donc, vous avez des compétences qui mobilisent des capacités qui nécessitent d'être travaillées dans tout un tas de situations différentes, alors que les compétences doivent être travaillées sur des situations qui sont toutes assez similaires. Mais la compétence, elle a surtout un certain nombre de qualités pour les décideurs. Sauf à considérer qu'une compétence ne s'acquiert que dans l'appareil de formation, on est bien obligé de reconnaître qu'elle peut s'acquérir dans n'importe quelle situation d'interaction, dans le monde du travail, dans le monde associatif, dans le monde familial, c'est-à-dire dans une situation d'interaction où l'individu va devoir, évidemment, faire montre de ses compétences. Donc la compétence, elle a ceci de particulier, c'est qu'on va commencer à externaliser
7 formations. Et tout à l'heure, Georges a parlé de référentiels. Ces référentiels qui se sont substitués au programme ont ceci de particulier, c'est qu'ils font passer le poids premier sur le résultat et non pas sur le processus. Or, dans les 3 choix qui ont été faits tout à l'heure auxquels j'ai fait référence, le transfert de l'enseignement technique à l'enseignement au ministère de l'Instruction publique et ensuite de l'Éducation nationale a eu pour conséquence que l'on développe en France ce que l'on a appelé un apprentissage méthodique et complet. En d'autres termes, à travers et par le travail, ce n'est pas le travailleur qu'on cherche, c'est le citoyen, c'est l'homme, c'est la femme, c'est la citoyenne. En d'autres termes, on vise clairement l'émancipation de l'individu. Et pour reconnaître que ce jeune a suivi une formation complète et méthodique, eh bien, on va demander à la puissance publique d'attester, à partir d'un diplôme, le fait qu'il a suivi. C'est donc la puissance publique qui dit « Je reconnais à l'individu, en lui conférant un diplôme national, qu'il est compétent ». Retenez ça parce que c'est précisément cet élément qui est aujourd'hui remis en question. Donc la compétence, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle nous permet de nous affranchir du lieu de formation, du lieu d'acquisition de cette compétence. 1. Elle prend déjà comme visage le décloisonnement spatial. Mais sauf à considérer, encore une fois, que la compétence ne s'acquiert que dans le temps de la formation initiale, on est bien obligé de considérer également que tout au long de la vie d'un individu, il va développer des compétences. Ce n'est pas un processus linéaire, mais il va en développer. La question donc, du temps est posée. Donc, quand on aborde la question de l'approche par compétences, non seulement on procède à un décloisonnement spatial, mais aussi temporel. Si je dis ça, c'est que vous allez me voir venir tout de suite derrière, parce que pour l'heure, cette compétence s'inscrit dans les années 2000, dans le paysage, mais il va falloir quelques autres ingrédients pour procéder à un changement définitif de modèle de la formation et plus également de gouvernance de cette formation. Sur 3 points. Premier point, c'est précisément à ce moment-là, lors de la présidence française de l'Union européenne, qu'on va tenter de définir l'orientation. Et on va utiliser des termes qui somme toute, sont très intéressants. On ne va pas en rester au statut d'élève ou d'étudiant, on va parler d'individus, dont la finalité ultime, c'est d'être en capacité. Pourquoi développer les capacités à s'orienter? Tout simplement pour pouvoir asseoir, être sûr que l'individu va pouvoir gérer les transitions. De quelles transitions je parle? Eh bien, des transitions qui ne sont pas simplement école, collège, lycée, lycée, enseignement supérieur, non, c'est des transitions beaucoup plus grandes. C'est formation, emploi, chômage, reformation, retraite, et ainsi de suite. C'est des grandes transitions. Et pour pouvoir les gérer, ces transitions, on va transférer tout simplement sur l'individu la responsabilité de gérer ces transitions. Le sac à dos de compétences, c'est lui qui va le porter. Et vous allez voir dans quelle mesure le système éducatif est aujourd'hui sur ce registre. Donc, premier point, une définition de l'orientation qui renvoie non plus à des étapes ponctuelles, mais à des processus. Alors, ça va prendre, pour vous, les psychologues de l'Éducation nationale, ça va prendre le visage du PDMF, parcours de découverte des métiers et des formations, qui va devenir PIONMEP, cet acronyme improbable, qui deviendra parcours à venir. Bref, parcours à venir dont on dira dans le rapport qu'il se met difficilement en place. Mais derrière, c'est pas le parcours à venir, c'est pas l'objet qu'il faut retenir, c'est le continuum, c'est-à-dire qu'on pose comme postulat que toute action que l'on mène est nécessairement référée à l'étape N-1 et prépare l'étape suivante. Donc elle n'est pas isolée. Donc quand vous préparez une période de formation au milieu professionnel, évidemment, il y a la préparation, il y a la période et il y a la restitution. Et tout ça, ça participe du même développement de l'individu. Donc une nouvelle définition de l'orientation qui va prendre le visage du parcours de découverte, mais également le visage du bac-3, bac+3, dont nous dirons qu'aujourd'hui, quand il y a bac-1, bac+1, c'est déjà le bout du monde. Oui, le rapport thématique est assez critique sur le sujet, puisque le rapport thématique que j'ai piloté, c'est 70 inspecteurs généraux qui se sont rendus dans 24 académies et qui ont observé exactement ce qui se passait. Donc nos constats sont un petit peu difficiles sur le registre.
Le deuxième élément, c'est cette approche par compétences. Je ne reviendrai pas dessus, qui embarque avec elle non seulement le décloisonnement, et qui fait peser sur le registre final, c'est-à-dire la certification, le point premier, et non plus sur le processus, et qui modifie fondamentalement la façon dont on va prendre en compte le fait que l'appareil de formation est trop centré sur l'éducation nationale. Et je vais y venir dans quelques instants. Le troisième élément qu'il manquait, il en manque encore un autre derrière. Le troisième élément, c'est l'approche par bloc de compétences. Alors pour aborder cette notion-là, je vais revenir sur ce que nous avons entendu lorsque nous avons auditionné à la veille de la transformation de la voie professionnelle, qui s'est faite de façon concomitante à la construction de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, la loi de 2018, qui a fondamentalement modifié la façon dont on pense la formation professionnelle, l'apprentissage en France. Mais elle a été beaucoup plus loin que ça. À l'époque, nous avons auditionné, dans le cadre de la mission, 80 branches professionnelles. Les plus grandes, nombreuses, 80. 3 constats sont ressortis de ces auditions. Premier constat, toutes les branches, sans exception, c'était période anté-crise sanitaire, nous ont dit être confrontées à un déficit de main-d'œuvre. Elles ne savaient pas comment faire pour attirer les jeunes dans l'appareil de formation. Je répète, c'est avant la crise sanitaire. Vous vous doutez bien qu'après la crise sanitaire, avec la modification du rapport au travail, ça n'a fait que s'amplifier. Néanmoins, à l'époque, le constat est unanime. Alors, la question n'est pas de savoir si LVMH exagérait par rapport au secteur de l'hôtellerie ou de l'aéronautique. C'est à la convergence qu'il faut retenir. Pour la première fois, toutes les branches professionnelles disaient la même chose. Nous ne recomptons pas. Deuxième constat qu'elle faisait, et c'est celui-là qu'il faut entendre, nous ne retrouvons pas dans les diplômes que vous délivrez les compétences qu'ils sont censés certifier. En d'autres termes, vous diplômez, mais vous ne certifiez pas. Il faut l'entendre, parce que derrière, les mesures qui vont être prises vont précisément permettre de changer le modèle. La troisième remarque, qui était partagée par l'ensemble des branches professionnelles, nous ne savons pas comment communiquer avec la génération Y, aujourd'hui Z. Ça tombe bien, nous non plus. Génération qui entretient un rapport au monde, un rapport au réel qui est totalement différent, qui explique pourquoi, par exemple, lorsqu'on est à l'éducation nationale, pourquoi on a beaucoup de mal à recruter aussi, c'est que pendant très longtemps, on a communiqué, bon, vous n'avez pas des gros salaires, mais vous avez au moins la sécurité de l'emploi. Sauf que la sécurité de l'emploi est aujourd'hui appréhendée comme un boulet, comme un filet à la patte par des générations qui ne souhaitent pas s'inscrire dans la durée sur 40 ans. Donc, ces modifications, ces constats, encore une fois, c'était au moment où se construisait la loi. Oui, voilà. J'arrive. Donc, le parcours, aujourd'hui, pourquoi cette notion de parcours s'impose partout? Et comment elle s'impose? Eh bien, le parcours, j'ai donné une petite définition que j'utilise, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a au moins l'avantage de cranter l'histoire. Je dis souvent que c'est un itinéraire organisé d'acquisition de connaissances et de compétences, organisé, sous-entendu, identifié, identifiable et sécurisé. La sécurisation venant évidemment de la réversibilité des choix qui sont faits, notamment. D'acquisition de connaissances et de compétences éthiques. De plus en plus, on nous demande de développer des compétences qui prennent en compte la question du développement durable, du respect de la planète, bref, un ensemble de considérations sociétales que vous connaissez par ailleurs. Elle concerne tous les élèves et ça change le paradigme. Voilà pourquoi vous êtes questionné dans votre engagement au quotidien. Tant qu'on imaginait que l'orientation concernait, pour le faire simple, les élèves qui ne pouvaient pas suivre dans l'enseignement général, on était sur le paradigme de paliers d'orientation, troisième, seconde et autres. À partir du moment où le parcours concerne chaque individu, se pose nécessairement la question de l'accompagnement, non seulement du contenu de cet accompagnement, des acteurs de l'accompagnement et des compétences nécessaires pour accompagner. Qu'est-ce qu'on appelle accompagner? Si accompagner consiste à faire accepter le destin d'un bachelier professionnel d'aller en BTS, c'est une forme d'accompagnement. Je ne suis pas immédiatement convaincu que ce soit le bon accompagnement. Donc une vraie question à causer. Ils auront, bien évidemment, avec un champ dédié qui était celui de l'éducation nationale. Aujourd'hui, en commission professionnelle consultative, pour tous les diplômes professionnels,
Hein. Ce n'est plus le ministère de l'Éducation nationale qui est aux commandes. Les commissions professionnelles consultatives auxquelles il a été fait référence ce matin sont placées au niveau interministériel et c'est la profession qui commande, puisque ces CPC émettent des avis conformes. C'est-à-dire qu'en gros, l'inspection générale, lorsqu'elle va présenter une rénovation, bien, elle fait ce que la profession lui demande de faire. Un changement de paradigme assez important. Et elle implique donc un appareil de formation, un décloisonnement. Voilà pourquoi on commence à évoquer un certain nombre de publics différents, publics mixtes, pourquoi on parle de famille de métiers, pourquoi on parle d'enseignement de spécialité, on enlève les séries. Bref, tout ça participe du décloisonnement général de l'appareil de formation. Mais, en fait, et vous le savez bien, lorsqu'on veut bien regarder ce qui se passe réellement, tout le monde parle d'orientation aujourd'hui. Tout le monde parle que d'orientation. Mais dans les faits, on ne voit pas beaucoup les effets. En d'autres termes, ce que l'on a constaté dans le cadre de cette mission, c'est que, et puis dans le cadre d'autres missions d'ailleurs, c'est que la famille demeure quand même l'endroit où se construisent les projets d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes, la plupart du temps. Et que les deux acteurs qui sont clairement identifiés dans le processus d'accompagnement des élèves, c'est le professeur principal qui se dit aujourd'hui submergé d'un certain nombre de problématiques et le psychologue de l'Éducation nationale. Or, qu'est-ce que je viens de dire jusqu'à présent ? Je viens de dire que nous sommes passés d'un registre artisanal où on concernait quelques élèves en termes d'orientation, quand je dis quelques, vous m'avez compris, à un paradigme où c'est tous les élèves qui sont concernés. Donc, pour le système, il faudra que les enseignants montent au créneau sur cette question de l'orientation. Et là, je veux dire tout de suite une chose. On a systématiquement pris les enseignants sur un registre qui n'est pas celui de l'enseignant. Ce que l'on demande à l'enseignant sur la question de l'orientation, on l'a écrit dans le rapport thématique, c'est tout simplement de rendre explicite, dans le cadre de sa discipline, sa contribution à ses compétences. Ce n'est pas de se faire l'informateur des formations dédiées à quoi que ce soit. Ce n'est pas de prendre le boulot du psychologue de l'Éducation nationale. C'est simplement de sortir de l'implicite, ce qui est aujourd'hui l'une des caractéristiques de l'orientation. C'est-à-dire qu'en gros, nous avons des parcours qui sont de plus en plus ouverts, diversifiés, confère la réforme du lycée, mais il faut bien reconnaître qu'ils sont de plus en plus complexes et que dans ce contexte-là se pose, bien évidemment, encore une fois, la question de l'accompagnement. Nous remettons un rapport sur la première année de l'enseignement supérieur qui fait un constat sur l'accompagnement au lycée, un constat sur l'enseignement supérieur. C'est un petit peu, on a l'impression de revenir quelques années en arrière. Je voudrais néanmoins, avant de conclure mon propos, évoquer ce qui se passe dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Je vous ai dit que la digue et le canal, 59, 85, et là on vient de la réactiver au cours des dernières années. Là. Ce que l'on observe dans l'enseignement supérieur, c'est un certain nombre de constats qui devraient nous faire réfléchir. Le premier constat, c'est que nous ne savons pas définir ce qu'est une réorientation. En d'autres termes, on a demandé à l'inspection générale de tenter de définir cette notion. On a beaucoup de mal. Il y a un rapport qui évoque cette question. Même chose avec la réussite. Beaucoup de difficultés. Est-ce que la réussite, c'est de passer dans la deuxième année ou pas? Est-ce que c'est d'avoir un certain... On ne sait pas définir la réussite dans l'enseignement supérieur. Et comme la notion de décrochage n'est pas opérante, vous vous doutez bien qu'il manque un certain nombre de manomètres sur le tableau de bord de pilotage. Tout simplement parce que nous sommes dans la construction de parcours pluriels, divers, mais nous ne disposons pas des outils qui permettraient d'objectiver ces parcours. L'ONICEP parle de traçabilité, d'objectiver ces parcours. Et ça pose des questions redoutables, ça pose la question du droit à l'oubli, ça pose la question de qu'est-ce qu'on ferait de cette information et qu'est-ce qu'en feraient ceux qui accompagnent les élèves et les étudiants de cette information. Donc, des questions redoutables pour objectiver ne serait-ce que quels sont les parcours. Je vous donne juste un exemple. À la rentrée 2022, nous faisions le constat de 50 000 places vacantes en BTS, de la création de très nombreuses formations en un an à l'université dont on peut s'interroger. Est-ce réellement le rôle de l'université de créer des formations ultra professionnalisantes, au-delà du caractère non universitaire, je ne parle même pas de l'ancrage avec la recherche, pendant que les mentions complémentaires ou les formations complémentaires d'initiatives locales des lycées se ferment
Et le tout dans un contexte où on va créer des formations Bac+1. Donc vous voyez bien qu'il y a un élément de régulation entre le SCO et le SUP qui n'est pas réglé, et sur lequel on ferait bien de se pencher en matière de cartographie de l'offre de formation. Donc, premier point, difficulté à objectiver les parcours. Grande illisibilité pour les étudiants. Grosse paupérisation des étudiants qui les conduisent bien souvent à choisir des formations par alternance ou des formations rémunérées en lieu et place de formations qui auraient peut-être été préférables pour celles et ceux qui en avaient l'appétence. Mais cette question de la mobilité, de l'hébergement, des rétributions des étudiants, nous l'avons entendu systématiquement. Et puis un double mouvement. Comment va se construire la digue et le canal dans l'enseignement supérieur? Tout simplement à travers les licences professionnelles. Le bachelor universitaire de technologie que nous avons été voir, il avait ceci de particulier. C'est qu'il était en train de se mettre en place, la troisième année n'étant pas financée, les IUT ont rapatrié les licences suspendues en troisième année pour construire cette troisième année. Se pose dès lors la suite du parcours pour les élèves de BTS. Mais, je vous ai dit, 50 000 places vacantes en BTS, ça pose la question, mais où sont partis les élèves? Dans le même temps, à STMG, sur les 70 000 élèves, 32 000 disparaissent des radars. Or, nous avons un développement des bachelors privés colossal, rapide, et communique sur 4 dimensions, avec une puissance de feu en termes de communication qui n'a rien à voir avec celle du service public. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit dans le rapport que nous demandons à la puissance publique de faire un contre-feu rapide face à ce développement anarchique de formation dont on ne mesure pas immédiatement la qualité. Il communique sur 4 dimensions. Première dimension, la double finalité, poursuite d'études, insertion. Il ne vous a pas échappé que la licence, y compris générale, à la faveur de la loi de 2018, a désormais une double finalité, poursuite d'études, insertion. Qu'elle doit être construite également en bloc de compétences, ce qui pose la question de la compensation, mais qui pose tout simplement la question de la double accréditation. Vous avez des ECTS qui rendent compte de la formation que vous avez suivie, mais elles ne donnent pas lieu à l'obtention de la licence. Ce sont les blocs de compétences qui, eux, sont validés par France Compétences parce qu'il y a nécessairement inscription au répertoire national de certification professionnelle. Donc il y a un mécano qui conduit, qui est entièrement piloté par le ministère du Travail. De ce point de vue, première communication, poursuite d'études, insertion. Mais la poursuite d'études, elle a ceci de particulier avec les bachelors privés, c'est que dans leur communication, l'insertion professionnelle n'est pas considérée comme l'horizon de la formation. Elle est considérée comme un élément de sécurisation du parcours de poursuite d'études. Et la plupart des étudiants de bachelor que nous avons auditionnés, y compris lorsqu'ils étaient en alternance, demandaient à poursuivre en master. Ce qui n'est pas le cas forcément du but, puisque, comme vous le savez, c'est une licence professionnelle qui ne donne pas un accès de droit à l'enseignement supérieur. Donc vous avez un développement des formations professionnelles très fortes du côté du privé. Et ces formations sont, et je conclurai peut-être là-dessus, contrairement à ce qu'on imagine, leur public n'est pas l'étudiant capé qui rejoindrait H4. Ce n'est pas leur public. Leur public, ce sont les déçus, les laissés pour compte de Parcoursup, qui sont capables de s'endetter sur des formations dont on leur promet monts et merveilles, avec 2 autres ingrédients. Le premier, plus exactement le troisième, c'est l'approche réticulaire, c'est-à-dire quand vous venez dans un bachelor, on vous dit qu'on est en réseau, c'est-à-dire que quand vous tapez à un endroit, vous pourrez rebondir à tel autre endroit, donc l'approche réseau. Et pour développer cette approche réseau, c'est la dimension internationale qui est mise en avant. D'accord? Donc une puissance de feu colossale, qui conduit les bachelors à demander un visa, puis le grade, et à constituer aujourd'hui une alternative à l'université, voire aux classes prépa. Donc, je conclurai simplement, concernant les psychologues de l'éducation nationale, sur l'objectif en matière d'orientation qui consiste quand même à développer chez l'individu sa capacité à se sortir de la gangue dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire liée à son éducation, à son milieu, qui l'empêche réellement d'exercer son libre arbitre, c'est ça la vocation de l'orientation. Notre système n'est pas conçu pour. Néanmoins, vous voyez bien que face au développement de cette approche par compétence, de ce modèle qui se met en place, il y a une carte à jouer. Une carte à jouer
sur la question de l'accompagnement de tous ces jeunes. Et je forme le vœu que vous serez présents dans le cadre de cet accompagnement. J'ai toujours milité pour une chose très simple, c'est de l'engagement du plus grand nombre, à savoir les enseignants, à condition, encore une fois, qu'on les engage sur ce que je vous ai dit, leur capacité à rendre explicite leurs attendus et la façon dont leur enseignement contribue à édifier, à émanciper le jeune. C'est-à-dire on ne forme pas au lycée des mathématiciens, des philosophes, des géographes. Non, on dote le jeune d'un certain nombre de codes qui vont lui permettre de mieux comprendre le monde, de mieux se comprendre pour pouvoir se projeter ensuite. Ce n'est pas la même philosophie. Donc j'ai toujours milité pour une chose très simple, c'est de l'engagement du plus grand nombre avec l'appui des experts que vous êtes, qu'on est en droit d'attendre peut-être un jour, en matière d'orientation, des résultats qui soient d'une autre nature que ceux qu'on obtient aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Lunier. Alors, on va pouvoir prendre quelques questions dans la salle, si vous acceptez. Mais j'avoue que voilà, le temps que les esprits réfléchissent et que les questions émergent, alors c'est une réaction, hein, et peut-être une question. C'est vrai que je ne cesse, quand j'entends le mot parcours, de l'associer à parcours du combattant, en fait. Quand j'entends et quand j'entendais que vous disiez oui, des parcours actuellement de plus en plus ouverts, mais de plus en plus complexes, ça ne peut que renforcer cette impression voilà, cette expression parcours du combattant. Et du coup, j'étais en train de chercher sur mon téléphone, pour ceux qui m'ont vu chercher sur mon téléphone, en fait, je recherchais la définition de parcours. Alors effectivement, ça peut être le chemin pour aller d'un point à un autre, mais ça peut être aussi une distance déterminée à suivre dans une épreuve. Voilà. Et je me demande si d'une définition de parcours, certains ne vont pas à l'autre. Et tout ça pour aller vers un questionnement. Vous parlez des bachelors. On est bien d'accord, on parle des bachelors qui se développent dans le secteur privé, etc., etc. Moi, ce que je vois chez les jeunes qui sont attirés, c'est que ces bachelors, ces diplômes, ces écoles ne leur parlent pas tant de compétences que de plaisir, de n'apprendre que ce qu'ils auront envie d'apprendre, de ne faire que ce qu'ils auront envie de faire, de voyage, de faire des belles plaquettes avec des images où ils sont en groupe, où ils font des trucs super, etc., etc. Toute leur communication est là-dessus. Et je me demande si, finalement, notre défaut à l'éducation nationale, par rapport aux objectifs ambitieux, en plus, que vous soutenez, c'est qu'on ne vend plus de la joie, on ne vend plus du plaisir, on ne vend plus de l'ensemble, justement, et que ce mot de compétence, alors peut-être qu'il faut l'avoir comme un objectif, mais est-ce que c'est vraiment ça qui on va prendre l'expression familière, ça ne vend pas du rêve, quoi. Mais au sens de ne pas vendre des illusions, mais de bien de faire ce que nos adolescents ont envie, c'est des choses qui les fassent rêver. Et pour le coup, toutes ces écoles privées savent très bien utiliser cette psychologie de base qui est de faire rêver, et parfois avec derrière des intentions beaucoup plus mercantiles. Voilà, donc c'est une réaction-question. Mais il y a peut-être d'autres questions dans la salle. Oui, on va vous donner la parole. Simplement, la notion de parcours, elle est là simplement pour montrer qu'on ne peut pas dissocier de l'individu ce qu'il vit en dehors d'un établissement. On ne peut pas dissocier l'individu de ce qu'il a vécu, de ses fragilités, de ses vulnérabilités. Donc ça n'est pas possible de disséquer un individu. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a traité la question de l'orientation à partir de l'élève, dans l'institution. Aujourd'hui, c'est un individu, c'est un acteur. Si on ne veut pas qu'il soit totalement agi, encore faut-il qu'on lui apprenne, qu'on lui donne les éléments qui vont lui permettre de prendre conscience, réellement conscience, et des obstacles, des freins, y compris culturels, qui l'entourent et qui l'empêchent de pouvoir se projeter. Donc le parcours, pour moi, il est simplement référé. C'est une façon de reprendre une vulgate, mais quand on parle de parcours généralement, il n'y a rien derrière. Le parcours est intéressant à condition qu'il aide à la construction de l'individu en tant que tel. Or, il ne vous a pas échappé que quand on parle de parcours et que c'est lié à l'individu, on parle aussi de transfert sur l'individu de son propre projet. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est au lycée, il revient, une fois qu'on a trié les élèves, en fin de seconde, eh bien, il a encore un certain nombre de choix à faire. C'est de sa responsabilité. S'il fait les mauvais, tant pis pour lui. Sauf qu'il y a un choix qu'il n'a plus le droit de faire, c'est de changer de voie de formation.
Le système Quand a vous dites décidé ça, pour on lui. est bien d'accord que vous le questionnez, non pas que vous le validez. Ah ben non, je ne valide pas. Le rapport thématique dit l'inverse. Sinon, je vais me faire attraper par la patrouille. Des questions? Ouais. Des questions dans la salle? Alors, je ne sais pas si c'était, c'est plutôt des remarques par rapport à ce que vous disiez. Ah, bonjour Catherine. Bonjour. Je me fais tout petit. Nous sommes. Elle tire en fond de cours, là. Voilà, c'est ça. Par rapport à ce que vous disiez sur le changement d'échelle, c'est-à-dire que maintenant, il faudrait que les psy-EN accompagnent tous les élèves, alors qu'auparavant, ils étaient quand même plutôt centrés sur les paliers, les élèves en difficulté. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le problème. Le problème, il me semble, il est au niveau des finalités qu'on veut faire jouer en fait aujourd'hui à l'orientation. Georges Cholot disait tout à l'heure que l'objectif, c'est de former un individu libéral. Et vous venez de dire qu'il faut faire prendre conscience justement au sujet de ce qu'il a vécu, l'amener à s'émanciper des déterminations qui le contraignent. Mais est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, avec toutes les réformes mises en place, qu'on vise? Et moi, il me semble que la profession, elle souffre de ça parce qu'elle a la formation qui lui permet justement de comprendre ce qui est en train de se passer et que par contre, elle est dans un cadre où il faut qu'elle invente, qu'elle réussisse à créer des moyens de détourner en fait ce qu'on lui demande. Et là, juste toute petite autre remarque sur l'Union européenne. Je pense qu'il ne faut pas négliger non plus que dans la mise en place de ces recommandations, il y avait aussi la volonté de désincarcérer, c'est pas moi qui dis ça, l'orientation de la psychologie, et de confier à d'autres qui n'en étaient pas spécialistes la possibilité de la mener. Alors sur le deuxième point, effectivement, j'avais dit que l'Union européenne avait demandé à ce que les États membres infléchissent leur appareil de formation. Le deuxième aspect, c'était bien évidemment de repenser leur service d'information et d'orientation sur une forme de démarche qualité. Bon, j'ai expliqué dans mon propos que les fondements historiques de la psychologie sont au fondement de l'orientation en France telle qu'on l'a pensée, sur la question de placement. On voit bien qu'aujourd'hui, la question de l'information sur les métiers, c'est une façon que je qualifierais de simpliste de répondre à une question complexe. Et je reprendrai simplement ce que j'ai mis à la fin de mon diaporama. Ce qui se joue dans les métiers, l'objectif n'est pas de développer les 10 000 métiers. En plus, les professionnels vont vous dire qui peut prétendre fondamentalement délivrer une information juste à temps, fiable, sur 10 000 métiers. On va s'empresser d'ailleurs de vous dire que chaudronnier à Dunkerque, c'est pas pareil qu'à Perpignan. Non, derrière cette question des métiers, il faut y voir plutôt une invitation à ce que le jeune se questionne sur lui-même d'abord. Sur lui-même. Là encore, on est dans la construction d'individus. Donc il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que j'espère que dans les notes de service, l'objectif c'est bien celui-là et non pas de faire adhérer forcément le jeune à un métier particulier. Je répète, dans le second cycle, ce n'est pas le travail de l'école de viser l'insertion. On prépare à l'insertion, donc celle-ci elle peut être juste à temps, mais elle peut être aussi différée. Donc sur cette conception des acteurs, je n'ai pas dit que les psychologues devaient former tous les élèves, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'à partir du moment où on transfère sur l'individu des responsabilités en termes de choix d'orientation qui ont un impact, supprimer un enseignement de spécialité au lycée en terminale, ça a un impact. Bon, à partir du moment où on fait ce choix, il faut bien qu'on trouve une organisation du système qui permette l'accompagnement. Sauf à considérer qu'on ne fasse pas d'accompagnement et qu'on laisse tout simplement les individus tomber. Ce modèle ne peut fonctionner qu'à la condition que la puissance publique garantisse que tous les jeunes seront accompagnés dans cette démarche. Et c'est la raison pour laquelle je pense que vous, enfin j'en suis certain, vous avez un rôle à jouer sur ce registre en tant qu'expert, mais expert à plusieurs niveaux, auprès des chefs d'établissement, auprès d'un certain nombre d'acteurs. J'espère encore une fois que vous êtes conscient que rien n'est figé pour le système. Rien n'est figé pour le système. Alors, le système a peut-être des volontés bien particulières, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez un milieu économique qui dit en permanence ne pas trouver de jeunes.
un appareil de formation où on fait des constats quand même d'un échec assez massif dans l'enseignement supérieur, l'existence tout de même de décrochage. Donc, il y a des éléments de régulation, à condition que ces éléments de régulation ne conduisent pas à imaginer immédiatement une insertion à court terme pour des élèves qu'on n'aura pas accompagnés. C'est-à-dire qu'on va venir après coup faire le constat qu'ils n'ont pas réussi, on ne les a pas accompagnés, on leur dit voilà. Non, on a un devoir. Et ce que l'on dit dans le rapport thématique avec mes collègues, je rappelle mes collègues Brice Flégès, Frédéric Wexler, Olivier Rey, et 70 inspecteurs généraux, on dit simplement que ce qui se met en place ne peut réussir, les réformes ne peuvent réussir que si fondamentalement il y a un accord qui est pensé. Or, le constat que l'on fait, c'est que rares sont les établissements, pour ne pas dire quasiment aucun, qui ont pensé ce travail référé, c'est-à-dire en termes de parcours, en seconde, première et terminale. Généralement, ça s'arrête à la scansion de Parcoursup. Or, Parcoursup est tout, sauf un accompagnement à l'orientation. D'accord ? Donc, je te rejoins, Catherine, dans un certain nombre d'éléments. Cette question de l'orientation est mobilisée. Je forme le vœu que l'on ne fasse pas le constat que tout problème complexe, il existe une solution qui est claire, simple, mais erronée. J'espère qu'on va commencer à sortir des solutions. On sait ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, j'attends qu'on le fasse réellement. Je ne peux pas dire plus en tant qu'inspecteur général qui a commis un certain nombre de rapports, tous publics. Vous pouvez me lire. Je ne dis pas autre chose que j'ai dit dans les rapports publics. Malheureusement, j'ai un peu de bouteille dans le système et je suis quand même obligé de faire le constat que sur ces questions d'une orientation genrée, sur ces questions d'une orientation où les discriminations sont importantes, il ne me semble pas qu'on ait beaucoup avancé. D'accord ? Donc, je prends continuellement mon bâton de pèlerin, mais je suppose que chacune et chacun d'entre vous, vous faites la même chose que moi, en espérant que derrière cette question de l'orientation, on n'aura pas des réponses simplistes. Elles sont complexes. Comment on décode une demande spontanée des élèves ? Comment on la décode ? Est-ce qu'il reste une question? Et puis après, on fera une pause et vous pourrez, je pense que Monsieur Lunier, si vous avez des questions, vous restez encore quelques minutes avec nous. Oui. Oui, juste une remarque sur les BTS. Moi, dans mon parcours, j'ai été professeur d'éco-gestion en STMG, première terminale à Marseille. J'entends depuis la rentrée pas mal de choses sur les BTS. Donc, il y a dû y avoir une étude des chiffres qui sont apparus. Il y a beaucoup d'élèves de BTS, il y a beaucoup d'élèves, par exemple, de quartiers favorisés, on va dire, pour le dire vite, qui ne veulent pas aller en BTS parce qu'ils savent qu'il y a un quota qui est attribué à des élèves qui viennent de lycées professionnels. Donc, leurs parents s'arrangent avec eux pour les envoyer dans ces bachelors. Et j'en profite pour dire que les bachelors, ils ne se contentent pas de communiquer. Il y a aussi un aspect pédagogique dans la délivrance des enseignements qui est différent de ce qui se passe en BTS dans les lycées. Pour le dire simple, il n'y a pas de continuum pour les professeurs d'éco-gestion entre Bac-3 en STMG et Bac+3 en BTS, Bac+2, parce qu'en fait, STMG, il faut les amener au bac. Donc les professeurs, pour, on va dire, survivre un peu, sont un peu obligés de faire de la pédagogie innovante, on va dire, sinon c'est compliqué pour eux sur le plan des risques psychosociaux. En revanche, une fois qu'ils sont en lycée, qu'ils arrivent à avoir un poste, la question se pose un petit peu moins et la possibilité de refaire des enseignements à l'ancienne en termes pédagogiques redevient légitime. Et donc, les élèves qui arrivent de STMG sont confrontés à ça et ils décrochent très vite, très très vite. Et à l'inverse, les STMG qui disparaissent, il y a plein d'élèves qui, justement, parce qu'ils ont décroché de ces BTS, ils préfèrent aller travailler ou aller ailleurs, vous voyez. Mais il y a l'accompagnement que les professeurs, par exemple, principaux peuvent avoir pour amener les élèves au bac, est un accompagnement de support très, très actif pour avoir le bac, mais qui n'est pas compatible avec le fait de vraiment réfléchir à l'orientation, parce qu'amener un élève à choisir le BTS, au fond, elle est, comment dirais-je, elle n'est pas réaliste par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Je crois que vous résumez très bien l'idée que quelque chose de complexe ne peut pas avoir de réponse simple. Oui, juste un élément de réponse sur STMG, parce que j'ai piloté un rapport sur STMG qu'on remet au ministre, là, juste sans dévoiler le rapport. Les autorités nationales et les régions se sont accordées pour signer un accord cadre visant à favoriser l'enseignement technologique et concernant STMG, en réduire la voilure, d'accord ?
selon le fameux slogan « Moins de STMG, mieux de SMG ». 4 ans plus tard, le bilan, 1000 divisions de STMG créées depuis. Bravo la régulation, avec 4 profils différents. Donc quand vous parlez d'élèves de STMG, vous parlez de 4 profils différents. Vous avez effectivement ceux qui sont attendus, conformes au projet pédagogique. Vous parlez des élèves de la voie pro qui ont refusé la voie professionnelle pour tout un tas de raisons et qui, faute de place, sont envoyés en seconde générale. Confère ce qui se passe dans l'académie de Lyon actuellement. Mais ailleurs, on l'a vu aussi. Vous avez des élèves qui, dès le collège, sont assignés à STMG parce qu'on leur dit vous avez un niveau fragile, vous passez en seconde, mais ce sera STMG derrière. Donc ils ne se sentent pas concernés non plus par les enseignements de spécialité en seconde et attendent leur place en STMG. Puis vous avez un 4e vivier qui grossit celui-là. Ce sont des élèves qui perçoivent dans le lycée une complexité, qui n'arrivent pas à lire les enseignements de spécialité qu'on leur propose, qui n'ont pas forcément d'appétence et qui préfèrent, en termes de capacité, choisir STMG, plus rassurante, plus visible, et obtenir un bac mention qui leur permette d'envisager une poursuite d'études plus réussie. Donc quand on parle de STMG, on parle de ces 4 profils. Le résultat est néanmoins, ce sont des élèves qui sont dans des classes surchargées, qu'on ne peut pas dédoubler. On observe une baisse drastique des taux de réussite au baccalauréat et de faibles poursuites d'études. Il faut impérativement revenir à quelque chose d'un peu plus solide pour ces élèves et avoir vraiment un discours. Donc tout ça pour dire que ces questions d'orientation, ça n'est pas seulement une question de régulation des flux. On le voit bien. Et qu'il ne faut pas perdre de vue que pour l'instant, il y a le décideur qui choisit, mais in fine, c'est l'élève qui choisit. Et pour l'heure, de plus en plus d'élèves ont décidé de choisir autrement que ce qu'on pense pour eux. C'est la raison pour laquelle il faut être humble devant cette question. Et encore une fois, ne pas apporter de... Mais je vous sais suffisamment complexe dans votre réflexion pour faire en sorte que le ministère ne s'endorme pas sur cette question. Je fais confiance à Catherine pour réveiller le ministère. Si j'avais tendance à ronfler, elle me réveillerait. Alors, je ne sais pas. Normalement, on a une prochaine conférence à 30. Il est 20. Si vous êtes si vous faites un parcours très serré de pause, on peut encore prendre une question parce que je vois une main qui se lève. Je ne sais pas. C'est une question, c'est une observation? Une observation. Mais les gens, ils vont pas aimer que ils veulent aller en pause. Est-ce que tu peux mettre le slide 10, s'il te plaît? Le slide 10 du PowerPoint. Merci. Donc oui, concernant la compétence à s'orienter, donc moi voilà, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'idée c'est que mettre l'élève en capacité de construire son parcours et de faire face à sa vie, etc. Cela étant, je m'interroge sur de quelles compétences parle-t-on par rapport à cette compétence à s'orienter, parce que là, ce que je comprends, c'est qu'on est sur des choses finalement très... qui ont vocation à être très explicites. Or, on sait que quand on demande une structuration de pensée autour de son parcours, autour de qu'est-ce que j'ai appris, etc., on est sur des choses qui peut-être sont finalement complexes et peut-être trop rationalisantes par rapport à ce qu'on sait, nous, au regard de notre expertise, de ce que c'est qu'un processus de décision et d'orientation. Aussi, donc si je voulais revenir sur ce slide, c'était par rapport à l'explicitation. Donc le 1, 2, 3, 4e point, des possibilités d'orientation mal connues et une hiérarchie implicite. Il est indiqué expliciter systématiquement les spécificités des voies et modalités de formation. Donc là, moi ce que j'entends derrière, c'est qu'il est attendu une information exhaustive. Sur les voies de formation, donc j'entends les 3 voies, mais on peut aussi imaginer toutes les études, tous les métiers. Or, ça, on sait que ce n'est pas possible. On a aussi, au niveau de la connaissance des métiers, il y a le test comme quoi il faut que les élèves, ils n'en connaissent pas 20, mais 50. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses dans ce sens-là qui sont sorties. Je me permettais de nuancer cela, c'est-à-dire qu'une information explicite, complète, exhaustive sur tout ce qui peut constituer l'orientation, ce n'est pas possible. L'idée, c'est quand même d'arriver à mettre l'élève en capacité d'explorer. Et donc, en cela,
dire que les élèves sont mal informés, c'est des choses qu'on entend, hein, je n'ai pas dit que c'est ce que vous dites, mais dire que les élèves sont mal informés, donc mal orientés, il faut un peu sortir de ça aussi. Et donc c'est vrai que mettre une primauté sur l'information, voilà, je trouve qu'il y a une nuance qui me semble importante à apporter. Aussi, donc juste pour terminer sur l'information, c'est aussi... vous parliez de la rendre explicite. Donc nous, on connaît bien tout ce qui est intitulé, acronyme de Bac Pro, etc. Si on envisageait une simplification, c'est vrai qu'on pourrait imaginer peut-être des intitulés de Bac Pro plus explicites, avec moins d'initiales et des choses rigolotes. On applaudit. Et aussi, donc tout à l'heure, la connaissance de soi, donc elle a été nuancée par Monsieur Solo. Aussi, quand vous parliez de difficultés, de force, de puissance de feu en ce qui concernait la communication par les forces publiques, il y a peut-être une exception à cela qui est la défense, qui communique beaucoup. Et donc c'est vrai qu'une toute communication ciblée quelque part est contraire à l'égale dignité des filières, qui est une condition nécessaire à une orientation libre, éclairée, émancipée. Mais donc voilà, il y a au niveau de que fait le public pour informer, on peut se rendre compte qu'il y a quand même des choses différentes qui sont faites et qui sont peut-être à mettre en relation avec une attractivité qu'on souhaite mettre en place. Oui, oui, merci. Et on peut rajouter le fait que les régions maintenant aient la mission d'information. Je rappelle, je l'ai dit à quelques collègues qui étaient hier à l'Assemblée générale, en Ile-de-France par exemple, il n'y a plus du tout de production de brochures, mais même pas en PDF accessible, c'est-à-dire c'est vraiment de la recherche en ligne. Donc même ces outils, sans parler des noms des bacs pro qui pour certains sont des noms de métiers, pour d'autres sont des familles et pour d'autres sont des activités. Bon, on ne va pas rentrer dans tout, mais on aurait beaucoup à dire, je pense, la profession sur tout ça encore. Alors, juste pour... Un dernier mot et on fait la pause. Juste pour répondre aux collègues sur l'intitulé 4, ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Ce n'est pas la question de l'information en tant que telle, l'information sur les formations et les métiers, ce n'est pas de ça. C'est du mensonge que l'on tient à travers le concept ou le slogan d'égale dignité. Pour moi, le slogan d'égale dignité, c'est à peu près de la même valeur que l'essentiel est de participer et de Coubertin. À peu près le même niveau. Parce que dans l'inconscient collectif, l'égale dignité, c'est quel que soit le niveau d'un individu, il peut rejoindre H4. C'est-à-dire que ça, c'est la seule reconnaissance qu'il n'existe qu'un seul moyen de réussite, l'abstraction et les classes prépa. Non, l'égale dignité, c'est de le dire très clairement que l'insertion est d'égale dignité avec la poursuite d'études, que la voie scolaire est d'égale dignité avec l'apprentissage, à condition que les garanties soient données derrière. Et quand nous disons que la puissance publique doit intervenir, nous disons que c'est à l'État de s'organiser pour que cette information soit objective, neutre et qu'elle parvienne à tous, et non pas qu'on délivre une information tous azimuts. Il n'y a jamais eu autant d'informations que sur Parcoursup qu'aujourd'hui. La question, ce n'est pas l'information disponible en tant que telle, c'est qui fait la médiation sur cette information. Qui s'en charge? Quels sont les acteurs qui vont faire cette médiation? Et là, moi, nous pensons que vous avez un rôle particulièrement bien à jouer, vous êtes clairement identifié dans le système. Donc c'est de ça dont il s'agit ici, en termes d'information. Encore merci, Monsieur Lunier. Je crois que les collègues spontanément ont vu. Voilà. 10 minutes. On essaye très vite de faire une pause.